et l'équipe de m'avoir invité de faire cette présentation, d'essayer de un peu vous convaincre de l'intérêt d'ajouter de l'écologie dans vos études, parce que je reste convaincue que les bassins versants et vos séries à long terme sont une ligne d'information, ils sont extrêmement riches, ils peuvent avoir des apports très intéressants pour les études des écosystèmes, de socio-écosystèmes, dans ce forme vos bassins versants. Donc, Jean-Rove indique que je suis un hydroécologue, je dirais plutôt que spécialiste de l'écologie microbienne des écosystèmes aquatiques. C'est plus long en français qu'en anglais. Voilà. Et je vais vous parler un peu de nos travaux que nous avons faits au Laos, dans un bassin versant qui fait partie de l'observatoire MFOREX et qui fait partie, bien sûr, de l'OSCAR. Donc, quand Jérôme m'a contacté, je ne sais pas où j'étais, mais j'avais la tête ailleurs un peu, et j'ai sorti un titre pour le tome qui est comment les sédiments et leurs interactions avec les pollutions impactent la santé des écosystèmes et des hommes. Et le premier titre que j'avais donné, c'est pas grave, on va utiliser une méthode à l'ancienne. Voilà. Donc, le premier titre que je vais donner, c'était celle-là. Je me suis dit, bon, on va parler un peu de la contamination. Et après, je me suis dit, je crois qu'il y a un faux ami là-dedans entre contamination et pollution. Donc, je suis allée regarder un peu les définitions. Et donc, les contaminants, c'est tout agent biologique ou chimique, ou toute matière étrangère, ou toute substance, n'étant pas ajouté tant seulement aux produits alimentaires, je dis là on ne travaille pas sur les produits alimentaires, bien que l'eau est considérée un produit alimentaire par les nutritionnistes. Mais ici, on va parler un peu de l'eau de surface, que des fois, c'est utilisé comme source d'eau pour les populations, on va le dire à la fin. Mais c'est peut-être pas le bon nom que j'avais utilisé. Et donc, je suis allée regarder la pollution. Voilà. Et c'est plutôt la diffusion dans l'environnement d'un produit potentiellement toxique ou de nature à perturber le fonctionnement d'un biotope. Le biotope, ça c'est l'écologie. Ça me parle. Et donc, j'ai décidé de produire, bon, non, on va pas produire, on va mettre agent. Agent étant biologique, chimique ou physique. Et qui perturbe le biotope. Et donc, j'ai mis ce titre-là, et ce titre-là pour changer. Et donc, on va plus regarder comment les sédiments impactent la santé des écosystèmes, avec un regard de l'écologie microbienne et des hommes. Voilà. Donc, j'ai appris à travers les discussions hier que vous avez une orientation très, je dirais pour moi, c'est peut-être pas correct, très physique. Très géophysique de ce qui se passe dans vos systèmes. Donc, je me suis dit, on va faire un petit rappel des sources de ces sédiments dans les écosystèmes. Et donc, cet article vient de sortir. On parle des limites planétaires de la dégradation du sol. C'est une manière d'évaluer l'impact de l'homme sur les écosystèmes pour qu'on ne dégrade pas trop ou moins les écosystèmes. Et ces auteurs, ils ont proposé qu'on ajoute la dégradation des sols dans cette analyse. Et ils ont identifié les drivers, donc les facteurs qui forcent cette dégradation et l'érosion, les threats, et aussi les conséquences. Et notamment, les pratiques agricoles non durables, on va le lire ici, qui amènent à des pertes de la biodiversité, l'érosion et la pollution. Donc on revient à ce mot, encore, la pollution. Et aussi les conséquences sur l'écosystème et la dégradation des territoires. Et donc, c'est avec ces mots en tête, cette
qu'on va regarder ce que nous avons fait dans le bassin versant au Laos. Et donc, j'avais dit que nous avons travaillé au Laos. Donc, le bassin versant au Laos, ça s'appelle Pointe-Panot, c'est parti de Entropix, le site web est là, et vous avez des fiches sur l'observatoire derrière. Et cet observatoire est composé de 5 sites. C'était avant 2 observatoires, le BVOT pour la partie Afrique et Inde, et la partie Asie Sud-Est, qui était FENSET à l'époque de Christian Valentin, que vous connaissez. Et donc, on a travaillé, le bassin versant, il se situe dans le nord du Laos. C'est un bassin versant avec un usage des terres très mixte. Il y a de mosaïque, il y a des zones jachères, il y a des zones bleues de teck. Notez la distribution de teck dans le bassin versant. Les teck, bien sûr, c'est des arbres avec lesquels sont produites toutes nos meubles de jardin. Et la rivière, le petit ruisseau, il coule au milieu. Donc, c'était sur ce système-là qu'on a travaillé. Et c'est un système où les collègues ont identifié qu'il y a des pratiques d'usage de terre non durables parce qu'ils stimulent la production des sédiments. Et donc, depuis les années 2009, il y a eu une augmentation de la nombre de la couverture végétale avec les tecs. Ça, c'est les arbres à tecs. Ici, c'est en 2012. Vous voyez que sous les arbres, il n'y a rien qui pousse. C'est une pratique à la fois due à l'ombrage des arbres, due à l'ombrage des arbres, mais aussi que les paysans ils brûlent sous les arbres pour nettoyer le sol, qui est quand même une méthode un peu radicale pour la biodiversité. Et donc, on voit, pendant ces premières années, il y avait une augmentation du nombre de tecs, qui a été suivie par, accompagnée plutôt, par l'augmentation du ruissellement. Il y a une augmentation, on va dire, de 20% à 40% dans le pourcentage de l'eau qui ruisselle. Et accompagnée par cette augmentation du ruissellement, il y a une augmentation du sédiment qui est exporté. Donc, cet sédiment, il quitte les versants, il arrive dans le ruisseau. Donc, on peut considérer qu'il y a une contamination, une pollution des eaux par cet sédiment. Et ici, on a des valeurs où ils ont vu de 98 mégagrammes par kilomètre carré de sédiments perdus jusqu'à 609. Donc, facteur de 6 augmentation avec juste peut-être, on va dire, une augmentation jusqu'à 30, presque 40% des tecs. Donc, on est dans un contexte d'un système très érosif. On perd les sols sur les versants, ça termine dans les ruisseaux. Et donc, nous, avec mes collègues, on est arrivés, on a dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour l'écologie de l'écosystème, pour les processus microbiens? Il doit avoir une conséquence. Est-ce qu'on voit la perte de certaines, on va dire, espèces ou certaines capacités métaboliques dans ces sols? Il y a l'appauvrissement des sols, on voit en termes de volume de sol, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est exporté avec cette matière organique? Tout ça, c'est possible parce qu'il y a des études qui datent. On voit ici, il y en a 2002 à 2014, donc 12 ans de données. Donc, il y avait un contexte derrière sur lequel on a pu s'appuyer notre étude. Donc, j'ai parlé des communautés microbiennes. On va faire un petit rappel sur les interactions entre les bactéries et l'écosystème. Pourquoi on étudie ces questions-là? Donc, les bactéries, c'est un diagramme que j'utilise dans mes rapports d'activité et je me suis dit que après, hier, je vais faire un petit rappel des rôles des
des bactéries dans l'écosystème. Donc les bactéries, à travers leur activité et leur diversité, ils sont la manière dans laquelle la matière organique dissout, et aussi certaines parties de la matière organique colloïdale, ils rentrent dans le réseau trophique. Sinon, cette matière organique est perdue pour le réseau trophique. Le réseau trophique, c'est les bactéries, après, toutes les espèces qui broutent sur les bactéries et sur les autotrophes, et après, en chaîne trophique, jusque les poissons que nous, on mange. Et dans ces systèmes, il y a un lien entre les autotrophes. Dans les écosystèmes aquatiques, c'est les phytoplanctons ou les périphytons, les biofilms, mais ça peut aussi être les plantes aquatiques, les macrophytes, etc. Ils produisent eux aussi la matière organique, qui a une structure très variable en fonction de leur source. Dans ces écosystèmes, nous avons des apports alloctones. Par exemple, dans une bassin versant, c'est des apports qui viennent du versant. Par exemple, via l'érosion, on l'a vu. Mais on peut aussi avoir des apports des bactéries alloctones dans le système qui peuvent perturber ces relations-là et les relations dans le recyclage de nutriments. Donc, c'est important important de comprendre les relations entre l'activité et la diversité des bactéries avec tous ces facteurs qui influencent les processus pour comprendre à la fois l'écologie du système, mais aussi les cycles biogéochimiques qui sont pas à négliger non plus. Et donc, tout ça, ça rentre dans un contexte, des fois, ou toujours, d'efforçage anthropogénique et climatique, et aussi dans l'usage de l'eau et la santé humaine. Donc, à travers la thèse d'une jeune chercheuse vietnamienne qui s'appelle Quang Le, ce sont les prochains diapos que je vais vous montrer. Nous avons regardé quel était l'impact de ces usages de terre, de ces plantations de terre, sur l'écologie microbienne à la fois du sol, mais aussi des ruisseaux. Donc, nous avons regardé 3 types d'usages. Les tiques TW, c'est tick width, c'est ici, donc c'est sous les arbres de teck avec une couverture végétale. Le tick without, le TWO, c'est ici, donc c'est le sol nu, sous les stands de teck, on voit les teck là. Et aussi dans le riz pluvial, donc upland rice, qui est ici. On a fait des simulations de pluie pour voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'un mètre carré. Donc le processus, le micro-processus. Et nous avons vu que sous couverture, sous teck, sans couverture végétale, les communautés microbiennes sont très proches du sol. Donc, les sols, c'est les points plats. Et ils sont tous ici. Et ici, dans le bleu, et dans les carrés ouverts, on voit le tick without dans la fraction free living et le tick without dans la fraction particle attached. La différence entre le PA et le FL, le free living, donc c'est les bactéries qui ne sont pas attachées aux particules, donc sont libres. Et dans la partie PA, c'est ceux qui sont attachés aux particules. Les bactéries, en général, ils habitent dans ces 2 fractions. Ils peuvent être obligatoirement sur une particule, ou ça peut être assez fluctuant entre les 2. En général, en revanche, plus qu'il y a de particules, plus qu'il y a de bactéries, plus que la proportion est forte des bactéries attachées aux particules. Les particules donnent plusieurs avantages aux bactéries, la protection de potage, et aussi c'est une source de nutrition assez proche. Et donc, ce qu'on voit est que, en contraste à la tick without, où les communautés qui sont perdues, ils sont très très proches de ce qu'on voit dans le sol, donc c'est le sol qui part. Les communautés libres sur le tick width ou sur le upland rice, ils sont très différentes.
On pense que ces communautés viennent des feuilles des bactéries, des arbres, de la végétation, et pas tellement du sol. Or, et les communautés qui sont perdues dans les sols, ils sont très proches. Il n'y a pas de beaucoup de dispersion, mais ils sont très différentes. Et ils sont aussi différents du sol. Ce qui nous laisse penser que il y a sous-terre, sous-terre sans couverture végétale. On perd les communautés dans le sol et on a regardé quels sont les processus métaboliques dans lesquels ces bactéries sont impliquées. Et nous avons vu que ce sont des microbes qui sont impliqués dans le cycle de carbone, bon, ça c'est pas une surprise, mais surtout dans le cycle d'azote et notamment dans la nitrification. Donc, de faire une plantation sans couverture végétale, on perd les processus de nitrification dans le sol. Donc, il y a un appauvrissement du sol et il y a une implication à la fois pour la production et aussi pour le recyclage. Après, on a voulu regarder l'impact de ces sédiments sur le ruisseau, parce qu'il y a un ruisseau quand même. Et donc, nous avons regardé qu'est-ce qui se passe pendant une crue. Et pendant cette crue, on l'a fait à 3 stations, mais je vous montre que la station intermédiaire. Hein, il a plu, il y a une crue, il y a la partie ruissellement et la partie eau souterraine. Mais les choses à noter est que la diversité des bactéries, ça mesure en termes d'espèces. Sauf qu'on ne dit pas espèces pour les cultures microbiennes, on dit les Operational Taxonomic Units, les OTU. Et ce qu'on voit est que les OTU pour le particle attached, c'est le plus pâle, il suit exactement le courbe de la TSS. Ça veut dire que les communautés, ils sont perdus avec les solides, les TSS, la terre en suspension. En revanche, si on regarde le parti libre, donc ceux qui ne sont pas attachés aux particules, on voit aussi que ça suit le patron de crue, l'augmentation de flux et après le décroissement. Ça suit plutôt la concentration de DOC dans la partie montante de crue, mais après ça décroître. Donc, dans la deuxième partie, dans la partie décroissante, il y a moins de communautés libres qui sont perdues. Et après, on a voulu regarder quelle était la diversité, quelle était la différence entre ces différentes stations pour comprendre un peu quelle bactérie est perdue, quel processus. Et ce qu'on voit est que dans les noirs, c'est ceux qui sont attachés aux particules. N'importe quelle station, les différentes stations correspondent aux différents symboles, les cercles, les triangles, les carrés. Leur diversité est très similaire. Or, pour le free living, c'est les parties grises, on voit qu'il y a quand même une différence. Ce qui veut dire que les particules qui sont perdues de sol, c'est tous la même communauté, ou presque, qui est perdue pendant le creux. Et on voulait voir quelle était la relation entre ces communautés et les différents facteurs qu'on avait mesurés. Donc, les sédiments en suspension, les compositions humiques. J'ai vu que plus tard, quelqu'un va parler des mesures de la matière humique dans un des ateliers, et aussi le DOC. Et ce qu'on voit est que la richesse, donc le nombre d'espèces qui sont perdues, ça augmente avec la progression de la crue, ça on a vu, mais la structure de la communauté dans le ruisseau est plus similaire aux fractions de la particule attached. Donc, ce qui est sur le versant, ça termine dans la rivière. Bon, c'est peut-être pas très surprenant, mais c'était important de montrer. Et que le source, c'est la composition de la matière organique, de les particules en suspension, et pas la régime hydrologique. C'est quelque chose qui est sorti des analyses statistiques, a un impact plus important sur la communauté. Ce qui montre qu'on ne peut pas que regarder
les composants hydrologiques pour comprendre ce qui se passe. Et ça, voilà. C'est ici le diagramme. Ce qui se montre, c'est le lien entre chacune des espèces, les bactéries, et les différents facteurs. Et on voit que le TSS est extrêmement structurant pour les particules à tâches, mais c'est le D aussi qui est plus structurant pour les livres. Donc ça, on est content. Ça a un lien avec ce qu'on a vu sur le plot CL. Et finalement, on a continué, mais cette fois-ci, on a regardé dans le ruisseau, tout au long de le ruisseau, regardons pendant la saison sèche et la saison humide. Et donc, ces diagrammes, je les adore, parce qu'ils sont tellement compliqués, tu peux dire ce que tu veux. Mais ce qu'il faut noter est que chaque couleur correspond à un site. Pour l'orange, le jaune, le bleu, le gris et le vert. En revanche, le rose, c'est des espèces qui sont très ubiquites. Ils sont partout dans la première chose qu'on regarde tout en bas est qu'il y a des réseaux entre les espèces à chaque station qui sont très structurés, pour S9 par exemple, et pour le RUB 72, RUB 72 c'est une zone marécageuse, pour les particules attached. En revanche, pour les libres, c'est beaucoup moins structuré. Il y a certaines communautés qui sont très spécifiques au site, ce qui nous a fait penser, qu'est-ce qu'il y a qui structure ces communautés? C'est un ruisseau qui n'est pas très long, là. On pourrait dire que si c'était les processus hydrologiques qui contrôlaient cette diversité dans le ruisseau, que ce serait tous pareil. Hein, c'est 12 minutes, je crois, le trajet de haut en bas. Donc, normalement, bon, je dis, bon, ça va être... Il n'y a pas de raison qu'il y ait une structuration. C'est pas comme si c'était un lac. Et on a regardé les liens avec les usages de terre d'aujourd'hui, autour du ruisseau, mais aussi du passé. Et ce qu'on a vu dans ces données est qu'il y a un lien assez fort avec les usages de terre à à 50 mètres du ruisseau et à 100 mètres du ruisseau. Donc, tech, jachère, le changement de tech vers les cultures annuelles ou les bananes. Donc, ce qu'on a fait... Et donc, nous avons appliqué un partial least squares analysis et on a vu que la diversité qu'on voit dans le réseau aujourd'hui est influencée encore par les usages de terre du passé. Et donc, les usages de terre, c'est un héritage qui perdure. C'est un legacy, un lasting legacy. Le nom d'un ENR qui n'était pas retenu quoi qu'il en soit. Et donc, ce qu'on a noté dans cette réseau aussi est que les communautés microbiennes, c'est le changement et les usages de terre qui ont un impact beaucoup plus fort que l'hydrologie ou la saison. Donc, toutes ces études nous ont amenés à réfléchir sur comment on peut regarder, mettre tout ça dans un contexte peut-être d'usage de l'eau. Ça, c'était le prochaine étape qu'on a regardé et je vais revenir à la fin. Mais on a aussi regardé comment les impacts de l'usage du compostage, donc il y a une grosse impulsation d'utiliser les pratiques dites organiques, les pratiques bio pour la production agricole sur les sols, et oui, peut-être c'est très bon pour le sol, mais le problème est, ce qu'on a vu, est que quand tu ajoutes le compost sur les sols ou le biochar est promu dans les pays du Sud comme une manière d'améliorer la qualité du sol, quand il y a du ruissellement,
cette eau de ruissellement, il a un impact sur les communautés microbiennes aquatiques. Ça diminue la capacité métabolique, ça veut dire qu'ils utilisent beaucoup moins de matière organique, ils se concentrent sur certaines molécules, et aussi ça a un impact sur la structure de la communauté. Quand on change de structure de la communauté, on peut anticiper qu'ils vont avoir potentiellement, il faut le tester, un impact sur le reste de la réseau trophique. On veut voir, vous avez tous vu les reportages sur l'émergence des cyanobactéries dans les ruisseaux, dans les rivières en été. C'est un exemple de déstabilisation de la communauté microbienne. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on a fait au Laos. Et je voulais aussi, parce que je pense à cette question de pollution, moi-même j'ai beaucoup travaillé sur les pollutions, les pesticides, les herbicides, et dans un contexte de comprendre ce qui se passe dans vos observatoires, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur les pesticides et les herbicides. Donc, Anneke de Rue a montré dans les bassins versants au Laos que à travers le ruissellement, il exporte des graines qui peuvent aller jusqu'à 96% des graines sont exportées des versants vers le ruisseau. Donc, je me suis dit, en fonction de la couverture du sol et la pratique agricole, qu'est-ce qui se passe si ces graines, ils étaient traitées avant? Parce qu'il y a une pratique par les grands semenciers à mettre un traitement autour de la graine en prophylaxie, un herbicide, un fongicide autour des graines, avant le vente au fermier. Les graines qu'on achète, ils ne sont jamais, sauf les bio, hein, ils ne sont jamais que neutres. Donc, j'ai regardé, et ces auteurs ici, hein, ils avaient étudié l'impact de ces graines sur les vers de terre. Les vers de terre jouent un rôle extrêmement important dans la réseau trophique du sol. Là, avant, j'ai travaillé un peu l'écologie microbienne des écosystèmes aquatiques, mais dans le réseau trophique du sol, les vers de terre sont super importants pour l'infiltration de l'eau dans nos sols. Et ce que les auteurs ils ont vu, donc, les graines ils sont traitées par toute une série de trucs, les fongicides, les insecticides. Ici, c'est les vers de terre dans les graines qui ne sont pas traités en plus avec un herbicide, parce qu'il y a une pratique agricole où on plante les graines et après on met un coup de glyphosate juste pour être sûr qu'il n'y aura rien d'autre qui pousse. Et donc on voit que dans les graines sans rien, c'est le jaune, les vers de terre ils sont plus actifs. Or, dans les graines où il y a un traitement, les vers de terre ils sont beaucoup moins actifs. Et quand on ajoute l'herbicide de glyphosate, en plus, voilà un changement dans l'activité de vers de terre. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être étudié aussi, de voir quel les liens entre l'hydrologie de la bassin versant avec les graines et l'impact sur l'écologie du sol. C'est une idée. Et aussi la question de les néonicotinoïdes, parce qu'on a tous vu l'impact des néonicotinoïdes sur les abeilles, ça on voit dans les journaux, mais ça a un impact aussi sur les écosystèmes aquatiques, parce que les abeilles, ce sont des insectes, ce sont des macro-invertébrés, nous avons les macro-invertébrés dans les écosystèmes aquatiques, et ces auteurs ici, ils ont commencé à regarder ces questions. Mais il y a toute une champ d'études encore non examinées sur comment ces produits phytosanitaires ils impactent les réseaux trophiques et les écosystèmes aquatiques, parce que bon, ils ont vu que les néonicotinoïdes, comme ils ont un impact assez fort sur les macro-invertébrés, ça diminue la décomposition et le recyclage des nutriments de la matière organique exportée des écosystèmes terrestres vers les écosystèmes aquatiques. Ce qui veut dire qu'il y a moins de nutriments, il y a moins de recyclage, il y a moins de production, donc ils vont avoir toute une cascade d'impact sur les écosystèmes.
C'est un autre point que je me suis dit. Et on en parle des herbicides et des pesticides, on ne peut pas oublier le chlordécone. On va avoir un appel ANR qui va ouvrir, ou qui peut-être vient d'ouvrir dans le cadre de la plan 4 national sur le chlordécone aujourd'hui. C'est un autre sujet. Je ne sais pas si le bassin versant Opale, l'observatoire Opale, fait partie de l'OSCAR. Non, mais ça aurait été un petit dommage. Mais la chlordécone, il y a tellement de choses à faire sur le chlordécone, l'impact sur l'écosystème, et en plus, vu l'importance de ce sujet pour la Martinique, ça allait jusqu'à la socio-écosystème, c'est tout. C'est la population aussi, les implications pour la santé. Il y a la santé des écosystèmes, santé des hommes, on peut même sortir le One Health, on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a des plastiques. Il y a de plus en plus de recherches qui sortent sur les écosystèmes terrestres pour montrer l'impact des plastiques sur l'écosystème, sur les réseaux trophiques, sur comment le plastique perturbe les feedbacks, donc les boucles rétroactives au sein des écosystèmes. C'est un autre sujet qui est très chaud en ce moment, probablement beaucoup de financement pour chercher ces questions. Et je pense que c'est avec vos bases de données à long terme, vos bassins d'action et vos observatoires, c'est un autre sujet qui pourrait être potentiellement examiné avec les écologues, avec les écotox, avec vous. Et donc, ça m'amène à la question un peu de la santé des hommes. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur la question de le transport et les facteurs qui contrôlent l'export des Escherichia coli. L'Escherichia coli, c'est une bactérie utilisée comme témoin de la contamination fécale dans les eaux de surface, mais aussi dans la nourriture. Mais au Laos, on a beaucoup étudié cette question pour essayer de lier comment l'hydrologie, l'usage des terres, ça impacte la qualité de l'eau. Et dernièrement, mes collègues ont regardé aussi comment on peut appliquer ces questions de l'hydrologie pour comprendre l'écologie des bactéries phytopathogènes dans l'endurance, pas trop loin d'ici, si j'ai bien compris. Et on voit aussi là, on peut aller d'une étude assez fondamentale vers des applications importantes pour l'agriculture et aussi pour l'être humain. Par exemple, Laurie, qui est ici, elle a publié un article en 2007, je crois, sur le lien entre la qualité de l'eau, les usages et les maladies diarrhéiques au Laos. Et on voit qu'il y a un fort lien entre la dégradation de l'écosystème, la contamination, la pauvreté et les maladies diarrhéiques dans le bassin versant au Laos. Et aussi une autre étude avec Manuela, qui est ici, qui a été conduite en Burkina Faso et qui a construit sur ces résultats pour ajouter les aspects sociaux, les vulnérabilités, les populations marginalisées, et comment ces liens entre les usages, l'écologie, les bactéries de contamination fécale et les maladies pouvaient être utilisés comme manière d'identifier les vulnérabilités des populations en Afrique. Et donc, je pense qu'il y a plein de questions, il y a plusieurs questions auxquelles on a pu reporter, l'écologie a pu reporter des réponses pour comprendre l'écosystème, comment l'écosystème va répondre à toutes les contraintes, aux grands défis, la perte de la biodiversité, le changement climatique, le changement des usages de terre. Mais il y a plein de questions qui restent, mais
on ne connaît pas tous les réseaux trophiques entre les sols et les eaux. Il y a très peu d'études en fait qui font le lien écosystème terrestre, écosystème d'eau. C'est souvent des systèmes qui étaient regardés séparément et pas ensemble. Or, ils sont complètement imbriqués dans les bassins versants. Les questions de tous ces produits phytosanitaires et produits pharmaceutiques qui sont utilisés, qui sont sur nos sols, on ne commence que de comprendre l'étendue de toutes les antimicrobial resistance, la résistance antimicrobienne dans les écosystèmes, et on ne sait pas qu'est-ce que ça fait d'avoir ces bactéries qui sont résistants au sein de la cortège, au sein de la communauté. Quel est l'impact après sur le cycle de carbone, cycle des nutriments, sur la production des plantes, etc. Il y a plein de questions à regarder. Les plastiques, c'est pas du tout fantastique, le plastique, en fait, dans les écosystèmes. C'est à la fois toxique, ça change le bilan de carbone, ça change la manière dont les plantes poussent, et c'est quelque chose que je pense qu'on peut regarder. Et dans un contexte peut-être d'essayer de répondre à ces défis, je pense que vos observatoires qui vont être des sites idéaux pour tester quelles solutions basées sur la nature on peut apporter pour combattre, pour comprendre, pour mitiguer contre le changement climatique, tous les changements, la dégradation des sols, la dégradation de la qualité de l'eau, comment améliorer la qualité de vie des populations. Ils sont pour moi des sites incomparables pour ça. Il y a des questions autour de la protection de la biodiversité, donc les unions pour la nature vous mettent en place les aires protégées de 30%. Okay. Vous avez des données à long terme qui montrent les changements d'usage de terre et dans vos bassins, mais vous allez pouvoir reporter une réponse. Est-ce que c'est utile de faire ça? Est-ce que ça marche? Peut-être dans vos bases de données, vous pouvez montrer que la mise en défense d'un écosystème, en fait, ça ne fait rien, ou ça a un effet néfaste, potentiellement. Mais c'est pas. Probablement pas, mais on ne sait jamais. Il faut investiguer, il faut regarder. Et surtout, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée. Je pense qu'il y a un manque de modèles qui existent et de manières de traiter les données de sources très différentes, à la fois la diversité et les questions peut-être de santé, avec les données hydrologiques, géophysiques. Et je pense que c'est là aussi où le tuteur y met un peu d'effort pour qu'on arrive à mettre ensemble toutes ces gigantesques bases de données qui sont extrêmement riches, mais sur lesquelles nous n'avons pas encore les techniques pour aller leur interroger, pour faire les modèles prédictifs, pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et donc, je vais arriver à mes conclusions. Et donc, vous avez compris, je suis convaincue que d'y aller vers plus d'écologie, plus de regard écosystémique dans vos observatoires sera une direction extrêmement riche, extrêmement intéressante et qui va porter les réponses aux grands défis auxquels la société doit faire face aujourd'hui. Les questions de perte de la biodiversité, de changement climatique, les questions de population aussi. Nos systèmes, nos observatoires au sud sont souvent exposés à des changements beaucoup plus rapides et sur lesquels on voit des signaux, on le disait avec Jérôme ce matin, et nos systèmes au sud, ils sont précieux. Mais vos observatoires au nord aussi, ici en France, il y a, je pense, une mine d'informations qui n'est pas encore totalement exploitée pour comprendre les changements auxquels on doit faire face. Et donc, je vais m'arrêter là, parce que je crois que je suis à 40 minutes. Très bien. C'est rare. Merci Emma, c'est un
j'avais exposé en particulier la conclusion sur la nécessité d'une approche systémique, d'autant plus importante que tu viens d'un champ qui est pas absent, mais assez absent du réseau OSCAR. Et donc je suis vraiment personnellement très heureux de cette conclusion. Est-ce qu'on a des questions pour la demande? Non. Non, mais j'ai une question sur la chaîne trophique. Quand tu as montré le schéma, tu as dit que les communautés microbiennes, elles sont nourries par la matière organique dissoute. Et ensuite, dans tes résultats, à la fois, il y avait l'abondance des micro-organismes qui était liée à la quantité de particules en suspension dans le ruisseau. Donc, les particules sont donc un habitat. C'était ton hypothèse dans le schéma. Mais après, tu as dit aussi que la nature des particules, elle structurait les communautés, justement. Mais c'est vraiment purement des habitats. Il n'y a vraiment pas c'est pas une ressource en carbone, les particules pour les micro-organismes. Oui, clairement. C'est les particules, parce que les on dit particules, c'est les particules organiques et inorganiques, et tout entre les deux. Donc, c'est pour avoir, il n'y a aucune, je pense qu'il n'y a aucune particule sur laquelle il est totalement stérile, totalement inorganique, sans avoir du carbone ou des nutriments. Et donc, les bactéries, ils se mettent sur les particules à la fois, probablement avec des questions de charge chimique, et mais ça leur apporte une source de nutrition. Souvent, l'activité de la bactérie sur la particule, il peut être 4, 5, 6, 10, 30 fois plus importante que ce qu'on voit sur les bactéries libres. Donc, c'est à la fois un refuge, c'est un support, c'est une source de nutrition, une protection de la broutage aussi, parce que certains organismes qui broutent sur les bactéries, ils ne broutent pas les particules, c'est digeste. Il y a aussi des colloïdes qu'on peut apparenter à la particule selon la manière dont on mesure, et là, c'est carrément une source de matière organique très disponible. Et en fonction de où vient la particule, il y a une grande différence dans la diversité moi j'appelle ça la diversité chimique qu'il y a de matière organique. On voit matière organique qu'on voit dans les ruisseaux, dans les forêts, il n'est pas du tout pareil de ce qu'on voit dans un ruisseau qui traverse le champ agricole par exemple. Donc oui, confirme. Okay. Une question? Merci pour votre exposé. J'ai une question par rapport à comment faire la part entre ce qui vient des sols déversantes et ce qui potentiellement peut être remobilisé des communautés microbiennes à l'intérieur des structures. Ce n'est pas là. Oui, il y avait donc, c'était Olivier Evra qui est au COA, et il a mis en place une technique avec les isotopes de beryllium et de l'eau. Et en fonction, parce que je crois que c'est le beryllium, quand il pleut, il y a des isotopes de beryllium qui ont un certain délai de vie assez courte et qui attachent aux particules. Et donc, à travers cette analyse d'isotopie, on peut identifier le source des particules diversantes et ceux qui de leur suspension en utilisant le rapport entre les deux isotopes. Donc ça c'est une manière, et l'autre manière est de regarder un peu la structure chimique des particules, des signaux des particules pour voir si c'était de la suspension ou si c'était des vaisseaux. Il y a des communautés, ça, c'est pas le savoir. Directement en contact avec. Mais ce que nous on a fait, on a mesuré la communauté dans le sol et la communauté dans l'eau. Et on voit que la communauté dans le sol est assez différente. Il n'y a pas autant d'espèces qui sont partagées comme communauté entre le sol et le sédiment. C'est deux écosystèmes assez différents, le sol et l'eau. Ce n'est pas du tout les mêmes processus, c'est surtout pas du tout les mêmes concentrations de carbone et de nutriments, souvent plus riches dans les sols que dans l'eau, bien que dans le sédiment c'est riche. Donc, ce qui sert absolument
d'un livre, il va avoir les signatures isotopiques de chaque espèce, si c'était possible, il y a des techniques là, pour aller vraiment dans le moléculaire, pour voir les signatures des bactéries qui viennent des personnes avec ce qu'ils ont enseigné. C'est en dehors de compétences. Oui. J'ai une petite question, juste quand vous parlez de l'activité des bactéries par les micro-organismes, est-ce que vous dites qu'elles sont plus importantes quand les bactéries sont positionnées ou habitées ou liées à, on va dire, en suspension par rapport aux évidemment, en concentration, je comprends bien que ce soit évidemment le cas, mais comment vous évaluez cette activité? Est-ce que ça se fait expérimentalement en laboratoire? Oui. On peut un peu mesurer l'activité bactérienne par plusieurs processus. Donc, une qui était beaucoup utilisée dans le passé, c'était les isotopes avec le tritium ou la thymidine, lucine thymidine. On pouvait mesurer l'incorporation des molécules carbonées dans les bactéries. C'était comme ça que j'avais fait il y a un certain nombre d'années pour voir la différence en termes de l'activité sur les particules et dans la fraction libre. Il y a d'autres techniques maintenant qui utilisent la cytométrie au flux avec les marqueurs qui marquent un peu l'activité, l'intensité des corporations de couleurs qui est mesurée par le cytomètre, parce que les isotopes, on utilise de moins en moins les isotopes radioactifs. C'est beaucoup plus compliqué. Oui. J'étais vraiment intéressé par ce que tu as dit sur les néonicotinoïdes. C'est un champ, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, en particulier sur si on connaît les effets sur les abeilles, enfin on en parle beaucoup, mais surtout ce qui est impacté aquatique, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, est-ce qu'il y a des structures? Oui, c'est pas un sujet que j'ai étudié beaucoup, j'avoue. Et en pensant des pollutions, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec ces néonicotinoïdes dans les écosystèmes aquatiques? Donc, je ne connais pas toute la littérature sur ce sujet, mais je pense que ça va. Il n'y a pas de raison que ça ne va pas bien faire. Vous voyez comment ça impacte sur les abeilles. Ouais, je pense. C'est de l'urotoxine, donc je crois que pour les abeilles, ça doit être pareil. Il y a beaucoup d'insectes aquatiques en fait. Et qui jouent un rôle très important, je ne connais pas les noms en français, mais les mayfly, les caddisfly, c'est tous les mouches qu'on utilise pour la pêche à la mouche en fait. Et ça je connais. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y aura pas d'effet sur ces organismes qui jouent un rôle extrêmement important dans le recyclage du carbone dans le buisson. Justement, pour les néonicotinoïdes, il y a une action transversale depuis 3 ans dans le cadre des réseaux des zones ateliers, de France, sur les néonicotinoïdes. Il faut se rapprocher, qui est appelé la vaisselle qui s'en occupe, qui a fait ça, de démarrer sur ça, voilà, c'est tout ça. Ma question, c'est, j'imagine, bon, merci d'abord pour l'exposé, qui ouvre plein de perspectives à mon avis. J'imagine aussi que la nature des formations géologiques et des sols, et notamment la nature des minéraux argileux, sur les pays tropicaux avec des kaolinites et des oxydes de fer, ou dans nos régions, des smeltites, des zilites, on ne va pas avoir les mêmes colonies et on ne va pas avoir les mêmes capacités, donc ça va changer aussi énormément pour les populations microbiennes, non? Ah, mais clairement. Les caractéristiques des sols, ils structurent les populations très très fortement, hein. Surtout les argiles. Et par exemple, j'avais regardé un peu la question de chlordécone aux Antilles, et c'est très fortement lié aux argiles apparemment. Et les argiles, ils structurent, il y a des populations microbiennes qui ne sont pas du tout pareilles sur les argiles. Et l'impact de la chlordécone, il n'est pas pareil sur la communauté en fonction du type de sol. Donc, il y a plein de facteurs. C'est pour ça qu'il faut tous travailler ensemble, je pense, les pédologues, les écologues, pour comprendre ces questions. Parce que si on regarde qu'une seule chose, donc moi, je travaille sur, je ne sais pas, on va dire les argiles, ça va donner qu'une vision. Et c'est pour ça que je trouve que ces terrains-là,
avec tout, il n'y a même pas tous les compétences, tous les domaines dedans. Mais il faut regarder avec un regard multidisciplinaire, voire interdisciplinaire, en multi-acteurs, donc avec vos parties prenantes. Jérôme a parlé des parties prenantes dans Oscar hier, et multisectorial avec tout les ONG et toute la diversité des acteurs qui sont autour de nous pour répondre aux grands défis. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je suis là. Donc c'est un peu, je ne peux pas m'empêcher de voir que cette présentation fait un peu à l'actualité avec elle est la sortie d'une part la semaine dernière du deuxième volet du rapport du GIEC, qui en particulier mettait en avant la connexion au changement climatique et par exemple la perte de biodiversité, des productions assez dramatiques pour certains cas. Et d'autre part avec la sortie en début d'année de la définition d'une nouvelle entité, d'une nouvelle limite planétaire, comme l'introduction de nouvelles entités qui étaient franchies. Donc en fait, la question générale que j'ai, c'est est-ce que tu penses que des cadres de réflexion comme les limites planétaires, définies de manière très globale, donc beaucoup d'entre elles sont franchies, comme le changement climatique, perte de biodiversité, nouvelles entités introduites dans l'atmosphère, dans le système Terre, et des rapports maintenant du GIEC et de l'IPBES commencent à se croiser. Est-ce que ça offre un cadre de réflexion intéressant et comment ça peut s'articuler avec ce genre de recherche dans la zone critique? Est-ce que tu as des pensées là-dessus? Je pense que oui. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous sont les agents IRD ou dans les unités IRD, mais vous avez tous entendu parler de la science de la durabilité, Sustainability Science en anglais. Et c'est exactement dans ce cadre-là auquel il faut tout travailler ensemble pour répondre aux grands défis et de répondre aux problèmes. Et j'ai dit, je reste convaincue que les observatoires sont des endroits privilégiés pour faire ce type de recherche. Et il faut juste, je pense, trouver les lieux de rencontre et d'échange dans lesquels chacun trouve leur place, pour qu'on arrive à travailler ensemble. Il y a eu une division. Je suis anglo-saxon, je suis britannique, je fais ma thèse aux États-Unis. Quand je suis arrivée en France, j'étais étonnée de voir la différence entre l'environnement, les environnementalistes et les écologistes. Pour moi, c'était étroitement imbriqué. Et quand je vois, par exemple, Céline et l'INSU, il y a cette division. Regardez, Ecobio, INSU. Excusez-moi, Disco. Et il y a cette division, et c'est peut-être là où il faut qu'on travaille ensemble pour casser cette. Et le GIEC et l'UICN. On a toujours cette division, et ça m'a. Je pense que cette division un peu historique et artificielle, mais ça ne répondra pas aux enjeux d'aujourd'hui. On est tous d'accord. Et je voulais juste mentionner, je te donnerai la micro, il y a en ce moment dans les tuyaux l'écriture d'un PEPR, puisqu'on est dans le PRPR-OCEN, sur les sciences de la durabilité. Et il y a eu un PEPR déposé qui s'est fait envoyer dans ces pénales il y a quelques mois, qui s'appelait Sustainability Healthcare, qui était de créer un centre de la durabilité à la française. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire national? J'en suis pas sûr, mais c'est the best we can do. Et ce PEPR s'est fait refuser, mais il est appelé à revoir sa copie en associant mieux les SHS, parce que le premier jury qui a rencontré ce PEPR a dit il n'y a pas les SHS. Ils n'étaient pas prêts, mais malheureusement pas prêts. Une fois compris. Donc ce PEPR sera soumis avant l'été, et il y a effectivement des gens de l'IRD, donc Olivier Dangle, donc probablement auquel tu pensais sans doute. Il y a Oscar, il y a les zones ateliers, il y a les observatoires au milieu. Bref, c'est pour la première fois une espèce de grande alliance, mettant, comme tu le dis, les mains tout le monde ensemble. Mais alors, moi je suis complètement d'accord avec toi, ça fait 10 ans je pense ça, mais comment on fait dans un observatoire pour incorporer des observables
sur les thématiques dont tu as parlé. C'est quoi les paramètres? C'est quoi le débit? Voilà, qu'est-ce que j'observe? Comment je croise les informations? Est-ce que c'est ça le challenge? Est-ce que tu as des idées là-dessus? La tête, c'est le environmental DNA, le ADN. Et de définir un peu le time step pour l'analyse. Et déjà, ça va donner une première mesure. Je pense que il y a peut-être des choses à faire avec les images satellitales aussi, si c'est possible à l'échelle ou des remote sensing techniques pour la question de la végétation, des interactions entre la végétation, comprendre tel qu'ils font un app, c'est une unité mécanique qui étudie les architectures des plantes. Pour les autres mesures... Tu as mentionné que les présentations, tu as dit on s'en fiche des espèces, qui compte c'est le functional... Oui, c'est le functional capacity en fait. Ça c'est pour... le functional capacity, si tu as l'ADN, tu peux... il y a des bases de données, nous on a utilisé un qui s'appelle AcroTax. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont améliorés tout le temps, dans lesquels tu as des processus métaboliques qui font des organismes dans les gènes qui font des différents processus. Donc ça, on peut faire. Il y a des bioinformaticiens, oui, il faut la lire. Mais les bioinformaticiens, ils savent faire ça. Je ne suis pas bioinformaticien. Oui. Merci pour la présentation. Avec une collègue avec moi, c'est de monter un projet pour mêler écologie et hydrogéophysique. Et on a beaucoup de mal parce qu'en fait, on a sensible préalable. Alors, faire la socio avec la physique, c'est possible. Faire la socio avec l'écologie, c'est possible. Alors, l'écologie et la physique, on nous a carrément dit, c'est même pas la peine d'essayer, et là, une telle qu'on a. Donc, nous, on cherche un peu où est-ce qu'on pourrait aussi avoir d'autres écologues qui viennent avec nous, et ça peut contribuer au fond. Ensuite, donc, de la PC, Christophe Piston, on va aller à la chambre avec les collègues. Mais le but, c'est d'essayer de faire un petit peu de communauté par plusieurs sites. Et on voulait voir en fait un changement climatique, mais aussi des aménagements comme tu as montré, avec tout ce qui peut être les seuils et les barrages qui sont retirés par exemple comme la cellule, je sais pas. Il n'y a pas de sites Oscar dans ce projet spécifique en dehors, mais ça nous intéresse. Et par contre, pour l'instant, on a aussi à la on ne sait pas du tout, on ne peut pas vous suivre parce qu'en gros, l'écologie avec la physique après la crise, on a vraiment dans deux disciplines couplées. Et je trouve ça un peu bizarre. Ah ben, tu l'as dit. Moi aussi, hein, j'ai du mal avec cette division. Et est-ce que tu avais pensé à mettre un peu de géographie dans le projet parce que ça fera les liens entre les deux et ça passera potentiellement parce qu'il y avait un appel qui était sur les socio-écosystèmes, je crois. Aussi, il y avait le science géographique pour les dernières, mais il y avait un autre appel. Il faut qui était peut-être un peu plus loin. Elle est énorme. Il faut aller vers ces études multidisciplinaires. Sinon, on ne va pas avancer. On ne va pas répondre aux questions auxquelles il faut les réponses aujourd'hui. On est dans une situation d'urgence. On parlait des limites planétaires. On est en dehors beaucoup de limites planétaires. Cet article que j'ai montré sur les limites planétaires, il a ajouté du sol dedans. Je peux vous donner la référence si vous voulez pour regarder tout ça, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il en reste toujours sur nos anciennes habitudes. Je comprends pourquoi, parce que c'est facile, c'est plus facile, ça ne pousse pas de quitter notre zone de confort, d'aller parler avec des autres, mais c'est là où on doit trouver des réponses super intéressantes et... Depuis très longtemps, il y a eu des regards sur
les taxonomies des macroinvertébrés dans les écosystèmes parce qu'ils utilisent comme bioindicateurs. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait toute cette base de données avec ces informations. Mais après, il faut mettre ça dans un contexte un peu plus dynamique, je pense, pour voir. Voilà, c'est ça. Il y a une dernière question de cette question. Donc, je reviens sur. On comprend bien l'enjeu, de ramener plus d'écologie dans nos observatoires. On n'y arrive pas, on a fait de belles initiatives, très sporadiques. En fait, dans nos observatoires, il y a quand même la notion de suivi en continu. Est-ce que ce n'est pas le point un peu bloquant, peut-être, avec des réponses à apporter où ça me fait peur, parce que c'est chronophage, c'est des coûts importants. Alors là-haut, pour les familles, je vois bien, il y a des assistants sur le site, il y a quand même un staff. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un suivi continu de ces variables pour commencer à donner des réponses? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas le faire de manière ponctuelle, bien choisie? Et est-ce que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire? Question que je me pose. Oui, je pense que ça sera déjà un début. Et moi, je pense qu'une des raisons pourquoi on a moins d'écologie, ou on n'a pas d'écologie, dans ce type de sujet, c'est parce qu'il n'y a pas d'écologue dans les laboratoires. Avec qui on boit du café, avec qui on discute, on fait des séminaires, avec qui je fais une grande... Moi, je les ai dans le labo et je suis avec eux au quotidien. Et on a du mal à les mobiliser sur Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Nous, à l'IRD, on n'a pas tant de problème, c'est exotique de suivre dans le terrain. Mais je pense que déjà de commencer avec des mesures peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça va démarrer là de l'interaction, de collaboration. Et peut-être à faire en mesure, il y aura des idées qui sortent, comment on peut automatiser l'analyse, comment on peut développer des nouveaux capteurs. Il y a de plus en plus de capteurs qui sont développés. Et comment on peut rendre ça un suivi en continu. Soit ça, vous affectez les agents dans vos observatoires, les écologues dans vos observatoires. C'est à notre... Et ça coûte beaucoup plus cher.